Bonsoir, chers collègues, chers amis. Vous êtes donc sur la chaîne live des IGESFC 2021 et vous êtes donc connectés à une session d'importance. C'est la session commune avec la Fondation Cœur et Recherche. Et c'est donc naturellement que le président de la Société française de cardiologie souhaite la bienvenue au professeur Michel Comajda, président de la Fondation, et le professeur Jean-Claude Daubert, président du conseil scientifique. Cette session est d'importance car vous allez donc entendre la présentation de projets et je voulais en un mot vous dire combien, pour la Société française de cardiologie, cet engagement auprès de la Fondation est un engagement auprès de nos chercheurs et la promotion de la recherche cardiovasculaire en France est un objectif essentiel de la Société française de cardiologie. Et donc, c'est donc tout naturellement que nous sommes aux côtés de la Fondation, c'est-à-dire le bras armé de la Société française de cardiologie pour assurer donc l'accompagnement de nos jeunes chercheurs. Michel, c'est avec plaisir que je t'accueille et je te donne la parole. Merci beaucoup, cher Ariel. On est très heureux. Bonjour, c'est le plaisir. Que la société soit sur ce plateau, puisque, comme il vient de vous le dire, la Fondation Cœur et Recherche, c'est la structure qui permet de lever des fonds pour subventionner la recherche cardiovasculaire en France. Et habituellement, quand il n'y a pas le Covid, nous avons cette séance en présentiel, et c'est pour nous également l'occasion de remercier tous les donateurs, qu'il s'agisse de donateurs particuliers ou d'institutions. Et donc, je voudrais les remercier pour le soutien qu'ils apportent à la Fondation Cœur et Recherche. Alors, notre fondation a une spécificité. Elle s'intéresse en particulier à tout ce qui tourne autour de l'environnement, donc cœur et environnement. Et dans un instant, nous allons avoir un exemple d'un travail de recherche accompli dans ce domaine. Également, nous sommes très intéressés par tout ce qui concerne l'impact des médicaments sur les maladies cardiovasculaires. Et je voudrais vous signaler que cette année, en partenariat avec la Fédération française de cardiologie, nous avons accordé un soutien d'un montant très important de 300 000 € au professeur Tuny de Marseille sur un projet qui s'appelle Immunomyoc et qui vise à évaluer les complications cardiovasculaires, notamment les myocardites fulminantes, qui peuvent être induites par l'immunothérapie utilisée en oncologie. Également, nous avons un projet d'envergure nationale pour essayer d'élucider les causes de la mort subite, qui est coordonné par le professeur François Carré de Rennes, et nous allons terminer un tour de table pour lever 1,5 million d'euros afin de permettre de financer ce projet qui va du fondamental à la clinique. Alors, traditionnellement, nous présentons les lauréats de l'année en cours au cours des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Cette année, en raison du Covid, l'appel d'offres a pris un peu de retard. Je voudrais profiter de cette séance pour rappeler à ceux qui sont intéressés que l'appel d'offres est en cours et il sera clôturé le 8 février prochain et que nous accorderons 2 subventions de 100 000 € chacune, l'une qui est en partenariat avec les laboratoires AstraZeneca sur cœur et métabolisme et l'autre qui est d'actualité puisque c'est cœur et Covid. Donc vous le voyez, votre fondation est très active. Nous allons continuer à essayer de lever des fonds pour aider les équipes de recherche cardiovasculaire dans notre pays, et en particulier les jeunes. Et je vais maintenant passer la parole au président du conseil scientifique qui va vous présenter 2 projets, un qui a été terminé, l'autre qui va démarrer, Madame le professeur Zeller d'une part, le professeur Danchin d'autre part. Jean-Claude. Merci Michel, merci Ariel. Pendant cette session spéciale, comme l'a dit le président à l'instant, nous avons souhaité mettre en avant 2 projets de recherche soutenus par la Fondation Cœur et Recherche et qui ont la particularité d'avoir pour socle des registres majeurs français sur les syndromes coronariens aigus. D'une part, le registre RICO, qui a été initié en Côte d'Or par Yves Cotin et Marianne Zeller, et d'autre part, le registre FACEMAI, qui a été initié par Nicolas Danchin à Paris.
Comme l'a rappelé aussi le président, les interactions entre l'environnement et en particulier la pollution et la santé cardiovasculaire sont au centre de nos préoccupations à la Fondation Cœur et Recherche. Nous avons lancé plusieurs appels à projets sur ce thème et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Zeller de Dijon pour le projet ENVI-MI, qui a été primé en 2017 et qui s'attachait à évaluer les liens entre pollution environnementale et aussi, ce qui est plus original, pollution sonore et le risque de récidive d'accident ischémique après infarctus du myocarde. Marianne Zeller est cardiologue et professeure de physiologie à l'Université de Bourgogne. Elle est aussi la coordonnatrice scientifique du projet RICO. Donc, on vous écoute, Madame Zeller. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter ce travail qui s'intitule « Exposition au bruit au lieu de résidence et risque athérothrombotique ». Il s'agit de données du projet ENVI-MI, qui est un projet collaboratif qui a le soutien de la Fondation Cœur et Recherche. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, on pense aujourd'hui qu'un certain nombre de facteurs environnementaux peuvent influencer sur le fonctionnement du système cardiovasculaire. C'est le cas de la pollution lumineuse, c'est le cas de phénomènes naturels, en particulier les températures extrêmes ou le réchauffement climatique, mais également d'autres phénomènes naturels comme les vents de sable ou les feux de forêt. C'est également le cas des composés chimiques qui sont présents dans l'air que nous respirons à l'intérieur de nos maisons. Le projet ENVI-MI, c'est un projet qui s'intéresse aux facteurs environnementaux comme la pollution de l'air sur le risque cardiovasculaire. Et le travail que je vais vous présenter maintenant, il s'est intéressé à l'exposition au bruit et au risque athérothrombotique. Alors, ce travail a porté sur 879 patients hospitalisés pour un primo-infarctus du myocarde entre 2004 et 2008, chez des patients résidant dans l'unité urbaine de Dijon, qui compte une quinzaine de communes et qui inclut environ 237 000 habitants. Le risque athérothrombotique a été calculé à l'aide du score de stratification du risque qui s'appelle le score TRS-2P, qui est essentiellement utilisé en stratification du risque post-infarctus. C'est un score qui se calcule par la présence ou non de 9 facteurs de risque cardiovasculaire ou antécédents cardiovasculaires. Et nous avons divisé la population en 4 catégories de risques, du plus faible au plus élevé. L'exposition moyenne au bruit en façade du domicile a été obtenue par un logiciel qui permet de modéliser et de prédire donc les niveaux de bruit. Et ces niveaux de bruit ont également ensuite été validés par des campagnes de mesures sur site, c'est-à-dire dans les rues de Dijon. Les niveaux sonores sont exprimés moyennés sur une période de 24 heures ou juste sur la nuit. Et ces niveaux sonores sont exprimés en décibels pondérés A. La pondération, en fait, elle correspond à un filtre qui permet de simuler ce qu'entend l'oreille humaine. Alors, les résultats, voici les caractéristiques des patients. Sur les 879 patients, l'âge médian était à 70 ans à peu près, 35% de femmes, plus de la moitié de patients hypertendus, 22% de patients diabétiques, 27% de fumeurs, et puis la majorité des patients avaient un niveau socio-économique moyen. Alors, cette figure représente la distribution des catégories de risque du score TRS-2P.
en noir dans la population totale, en bleu chez les hommes et en rose chez les femmes. On peut voir que dans les catégories à plus faible risque athérothrombotique, c'est principalement les hommes qui sont représentés. Et dans les deux catégories à plus haut niveau de risque, c'est principalement les femmes qui sont représentées. Cette figure 2 représente la contribution relative des différents composants permettant de calculer le score de risque athérothrombotique. Et on peut voir que c'est principalement l'âge et surtout l'hypertension dans le haut de la figure qui portent les niveaux de risque les plus élevés. Cette figure 3 représente les relations que nous avons obtenues entre les niveaux de bruit exprimés en décibels pondérés, environ 55 décibels pour les niveaux pondérés moyens sur 24 heures sur la partie gauche, et pendant la nuit, niveau moyen environ 50 décibels sur la droite. On peut voir qu'il existe une relation graduelle entre les niveaux de bruit et les catégories de risque athérothrombotique, à la fois dans la population totale en noir, chez les hommes en bleu et chez les femmes en rose. En analyse univariée, lorsque on regarde les résultats, eh bien, on observe que c'est les niveaux de bruit liés au transport et plus précisément au transport routier qui sont associés à une augmentation du risque athérothrombotique avec un odds ratio à 1,161 pour le transport routier. Et ces relations sont particulièrement observées pendant la nuit avec un odds ratio à 1,166. Lorsqu'on réalise des ajustements en multivarié, eh bien, ces relations sont conservées. En analyse stratifiée sur le sexe, on observe que la relation entre l'exposition au bruit, en particulier au trafic routier pendant la nuit, et le risque athérothrombotique, eh bien, ces relations sont retrouvées uniquement chez les hommes et pas chez les femmes. En conclusion, chez ces patients à haut risque, l'exposition au bruit au domicile est associée avec une augmentation du risque athérothrombotique. Ce risque est observé principalement avec le trafic routier pendant la période nocturne. Nos résultats suggèrent également une relation sexe spécifique avec une sensibilité des hommes aux effets cardiovasculaires de l'exposition au bruit. Bien entendu, des études à large échelle complémentaires sont nécessaires afin de préciser en particulier le rôle des copolluants et surtout la place de l'hypertension dans ces relations. Je vous remercie. Merci Marianne. Malheureusement, on a un petit problème de communication qui va être résolu dans les prochaines minutes, donc on ne va pas pouvoir prendre les questions tout de suite. On les reportera après la seconde communication de Nicolas Danchin. Enfin, vos résultats sont tout à fait intéressants, tout à fait originaux, car on avait très peu de données actuelle sur le rôle du bruit, la pollution sonore, dans l'évolution de la maladie athérothrombotique et en particulier dans cette situation de prévention secondaire chez des patients qui avaient déjà fait un accident ischémique. On va donc passer tout de suite à la deuxième présentation. Tout le monde connaît FastMI, tout le monde connaît Nicolas Danchin. Chacun sait que sur le plan international, ce registre est très bien connu et très bien considéré. Il est considéré comme l'un des registres mondiaux, sinon le registre mondial le plus important sur l'infarctus du myocarde. Au niveau de notre pays, c'est indiscutablement le registre le plus fédérateur et le plus prolifique sur les maladies cardiovasculaires. Donc, les promoteurs de l'étude, mais aussi la communauté cardiologique dans son ensemble, souhaitent, et même au-delà du souhait, veulent que ce projet perdure.
et que vous puissiez relancer dans l'année qui vient, au cours de l'année 2021, une nouvelle campagne d'inclusion et de suivi. Et pour ce faire, donc, la Fondation a décidé de délivrer une subvention exceptionnelle de 200 000 € pour ce projet. Donc Nicolas Danchin va nous expliquer ce qui est proposé pour cette version 2021 de FAST-MI et quels sont ses projets. Bonjour, je suis Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et je souhaitais vous parler aujourd'hui du registre FAST-MI, c'est-à-dire un registre sur l'infarctus du myocarde mené en France depuis 2005. Alors ce registre est un registre de la Société française de cardiologie qui a été soutenu par un consortium de laboratoires pharmaceutiques. Pour reprendre l'histoire, les choses ont commencé en réalité en 1995 et à l'époque, les registres étaient extrêmement exceptionnels, si je puis dire. Il y avait très peu de données qui permettaient de connaître l'état des lieux en matière d'infarctus du myocarde à travers le monde. Et c'est en 1995, à l'époque, je me trouvais à Nancy, qu'un médecin d'un laboratoire pharmaceutique, le docteur Vore, est venu me voir en me disant, voilà, nous allons avoir sur le marché prochainement un médicament qui est très utile chez des patients qui ont un gros infarctus du myocarde avec une fraction d'éjection basse, mais on n'a pas du tout idée de la proportion des patients qui font un infarctus et qui se trouvent dans la situation où ils pourraient bénéficier de ce médicament. Et donc, on aimerait avoir des données sur les patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde. Et pour ça, on a réfléchi ensemble et avec Jean-Pierre Cambou, qui est épidémiologiste à Toulouse, et nous avons décidé de monter une enquête nationale, brève, c'est-à-dire sur une période d'1 mois, en incluant de façon consécutive tous les patients qui avaient eu un infarctus du myocarde dans les 48 heures qui précédaient leur admission en soins intensifs. Et l'idée, c'était avec une période très brève d'être vraiment très exhaustif. Et ça, je dois dire, extrêmement bien marché, puisque pour la première fois, on avait un grand registre de 2500 patients qui étaient hospitalisés à ce moment-là. Et à l'époque, c'était les cardiologues eux-mêmes qui remplissaient le cahier d'observation, si bien qu'on était un peu limité dans le nombre des données qu'on était amené à recueillir. Et puis, on a renouvelé l'expérience en 2000, et ensuite en 2005, on s'est dit qu'il serait bien que ces registres soient vraiment la propriété de la Société française de cardiologie, et nous avons eu les moyens, grâce au soutien de nos sponsors, d'envoyer sur place des techniciens ou techniciennes d'études cliniques qui ont rempli les cahiers d'observation, ce qui a permis de collecter beaucoup plus d'informations, et en particulier des informations sur le détail des médicaments, sur de la biologie centralisée. Et puis, nous avons aussi décidé de faire un suivi de 10 ans de toutes ces cohortes de patients. Alors, vous voyez ici la répartition sur le territoire national en 2015. Vous voyez qu'on a une très bonne couverture du territoire national. Et en fait, 78% de l'ensemble des établissements qui prenaient en charge des patients avec un infarctus ont participé. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné comme information? Des données d'épidémiologie, par exemple. Vous voyez ici sur la partie haute de la diapositive en jaune, l'augmentation préoccupante du pourcentage de femmes jeunes parmi les femmes faisant un infarctus du myocarde. Et puis, beaucoup plus rassurant en revanche, en dessous, vous voyez la baisse de la mortalité à 6 mois entre 1995 et 2015, puisqu'on passe de 17% à 5%. Et ce que l'on voit aussi dans la partie basse à droite, c'est que cette baisse de la mortalité a touché non seulement les patients qui avaient eu un traitement de reperfusion essentiellement par angioplastie primaire, parfois par fibrinolyse, mais aussi les patients qui n'avaient pas eu du tout de traitement de reperfusion, si bien que ça démontre les progrès qui ont été faits globalement sur l'ensemble de la prise en charge de l'infarctus. Grâce au long terme, on a pu aussi avoir des données intéressantes. Voilà ici des données publiées l'année dernière sur le suivi de mortalité à 5 ans, qui compare des patients qui ont eu une angioplastie primaire dans les temps recommandés, c'est-à-dire dans les 2 heures qui suivent l'électrocardiogramme diagnostique, qui ont eu une fibrinolyse intraveineuse suivie d'une coronarographie, ou bien qui ont eu une angioplastie primaire tardive au-delà de 2 heures après l'électrocardiogramme. Et vous voyez ici qu'il y a 40% de mortalité en plus
chez les patients qui ont eu une angioplastie trop tardive. Et puis, on a ensuite pu étudier aussi sur le long terme ce qui se passait quand on arrêtait des traitements qui étaient initialement prescrits. Vous voyez ici ce qui se passe quand on arrête au cours de la première année qui suit l'infarctus un traitement par bêta-bloquant chez des patients qui n'avaient pas de dysfonction ventriculaire gauche ou qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque. Et vous voyez qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Alors que si vous faites la même chose chez des patients qui arrêtent leur statine, la mortalité est nettement plus importante. Et puis, pour illustrer l'intérêt de la biologie, on a pu aussi voir, c'est ici un exemple, les interactions entre le profil génétique et les traitements médicamenteux, ici avec le clopidogrel, qui est une prodrogue métabolisée par le foie. Et le métabolisme hépatique du clopidogrel dépend de vos gènes. Et quand on a des variants alléliques sur le gène de CYP2C19, on est susceptible de faire plus d'événements, ce qui montre l'importance du profil génétique dans le fonctionnement même de certains médicaments. Tout cela nous a permis d'avoir un très grand nombre de publications, plus de 120 articles publiés dans des journaux indexés PubMed, et vous voyez ici que les plus grands journaux ont été concernés. Et puis, évidemment, nous avons été pris de court par la pandémie, si bien que l'enquête de 2020, qui devait se passer à la fin de cette année, en ce moment même, a été reportée d'un an à cause de la pandémie. On espère que cette enquête de 2021 sera possible et qu'elle marquera la poursuite d'un effort de presque un quart de siècle qui a été couronné par vraiment une reconnaissance mondiale. Alors nous avons évidemment de nouveaux objectifs, en particulier de continuer de voir comment évolue le profil des patients, comment évolue leur devenir également, savoir si on a atteint un plateau dans la mortalité précoce, si la mortalité à long terme peut continuer à s'améliorer, de voir l'impact de nouvelles stratégies de prise en charge médicale au cours des dernières années. Et puis aussi, et ça c'est spécifique évidemment à la situation particulière dans laquelle on se trouve, voir si l'épidémie de Covid-19 a modifié la présentation clinique des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde. On sait qu'il y a eu moins de patients hospitalisés pour infarctus pendant les périodes de confinement notamment. Est-ce que cela a pu avoir un retentissement et que des infarctus se soient produits cette fois-là plus tardivement et de manière différente? Ce sera quelque chose d'intéressant à étudier. Et puis enfin, nous continuerons de rechercher s'il y a des marqueurs intéressants pour essayer de prédire le devenir de ces patients, prédire la sévérité de la maladie. Et nous avons un intérêt particulier en ce moment sur le microbiote intestinal et ce sera une des spécificités de ce registre. Je vous remercie. Alors, d'abord, félicitations à tous les deux. J'avais une question pour Marianne Zeller et une pour toi, Nicolas. Je voulais vous demander, l'enregistrement du niveau de bruit a été fait un jour de semaine et pas pendant le week-end? Dans les rues de Dijon. Et il s'agit donc de mesures qui évaluent un niveau sonore en façade du domicile de chaque patient qui était dans la base RICO et qui a fait l'objet de cette étude. Donc, il s'agit bien d'une évaluation globale du niveau d'exposition de bruit environnemental. Et la question, c'était, est-ce que vous avez observé une relation linéaire entre le niveau de bruit moyenné, tel que vous venez de le rappeler, et le risque athérothrombotique? Ou est-ce que c'est une relation qui n'est pas linéaire? Alors, pour l'instant, on ne saurait pas répondre à votre question qui est très intéressante puisqu'elle aborde une notion peut-être de seuil de toxicité pour le système cardiovasculaire. Pour l'instant, nous, ce qu'on peut répondre avec les données telles qu'on les a dans notre étude, c'est que, comme présenté sur la figure, il y a une sorte de gradation entre les niveaux d'exposition au bruit là où nous habitons
et le risque athérothrombotique. C'est assez clair, quels que soient les sous-groupes, et on le retrouve significativement associé. Plus les niveaux d'exposition au bruit sont élevés, plus on augmente son risque athérothrombotique, en tout cas suivant dans cette population à haut risque cardiovasculaire. Donc les résultats sont assez clairement proportionnels, mais pour l'instant on ne peut pas affecter un niveau de relation qu'on peut qualifier de linéaire. Les résultats ne permettent pas de l'envisager dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Et alors pour toi, Nicolas, j'ai été très intéressé par la diapositive que tu as montrée sur l'arrêt des bêta-bloquants d'une part et l'arrêt des statines d'autre part. Donc si on comprend bien, arrêter les bêta-bloquants après un infarctus du myocarde n'entraîne pas de surmortalité ou de surmorbidité. Et si oui, est-ce que tu penses qu'il faut un peu revoir nos recommandations et considérer que l'arrêt des bêta-bloquants après un temps que tu vas nous préciser est justifié puisqu'on n'a pas de preuve de leur efficacité? Alors, il faut prendre toujours avec réserve ces données d'observation. Elles sont plus indicatives que de démonstration. En fait, on a regardé, j'ai schématisé volontairement dans cette diapositive l'étude, mais en fait, on a regardé les liens entre prescription de bêta-bloquants et pronostic à différents moments à partir du début de l'infarctus. Et ce qu'on a constaté, c'est que la prescription de bêta-bloquants alors on est toujours dans le cas de figure où les patients n'ont pas d'insuffisance cardiaque, y compris au stade aigu de l'infarctus, et une fraction d'éjection supérieure à 40%. Il s'agissait pas de remettre en cause l'utilité des bêta-bloquants chez les patients à fraction d'éjection basse. Et d'ailleurs, quand on a fait le même exercice chez ces patients à fraction d'éjection basse, on voyait que le traitement bêta-bloquant paraissait bénéfique. Donc, chez ces patients sans dysfonction ventriculaire gauche importante, la prescription de bêta-bloquants au départ est associée à une baisse de la mortalité à 1 mois. Quand on regarde ensuite une comparaison entre les patients qui ont reçu des bêta-bloquants à la sortie de l'hôpital et ceux qui n'en ont pas eu, et la mortalité au bout d'1 an, là, on a une tendance en faveur de la prescription de bêta-bloquants. Ça n'est pas statistiquement significatif, mais peut-être pour des raisons de puissance. Et ce qu'on a fait ensuite, la troisième partie, et c'est ce que on voit dans la diapositive ici, c'est les patients sortis sous bêta-bloquants en vie au bout d'1 an. On a regardé ceux qui avaient arrêté leur traitement au cours de la première année, donc qui n'étaient plus sous bêta-bloquants au bout d'1 an, et on les a comparés à ceux qui avaient poursuivi le traitement. Et là, il n'y a pas de différence du tout. Les courbes sont vraiment superposées, à la différence de ce qu'on observait chez les patients qui ont arrêté leur statine au cours de la première année. Donc, l'impression que ça donne, c'est que le traitement bêta-bloquant est probablement utile pendant les quelques mois, au début de l'infarctus et puis ensuite pendant quelques mois encore. On n'a pas les moyens, avec la méthodologie qu'on a utilisée, de donner une durée d'utilisation précise, mais ce que l'on constate par ailleurs quand on regarde les courbes de mortalité qui suivent l'infarctus du myocarde, c'est qu'il y a un surcroît de mortalité pendant 6 mois à 1 an en fonction du type d'infarctus, et qu'au bout d'1 an, on est rentré vraiment dans la phase chronique de la maladie et on a une mortalité qui devient linéaire et beaucoup plus basse qu'au cours des premiers mois. Donc, on a le sentiment que le traitement bêta-bloquant est probablement positif pendant ces premiers mois et peut-être moins nécessaire en termes de pronostic en tout cas, et toujours dans cette population sans dysfonction ventriculaire gauche à partir de 6 mois à 1 an. Merci Nicolas. J'ai une question brève à te poser. Tu nous as montré dans tes enquêtes successives une amélioration continue du pronostic de l'infarctus du myocarde. Encore qu'elle tente à s'émousser quand même sur la dernière enquête. Est-ce que tu penses que ce mouvement va se poursuivre? Et s'il se poursuivait, par quelle voie il pourrait se poursuivre? Quelles pourraient être les sources d'amélioration qui existent encore? Alors, personnellement, je ne pense pas qu'il reste une grosse marge
d'amélioration. Une partie de l'amélioration qu'on a constatée est indépendante du traitement de la phase aiguë, mais liée au profil des patients qui font leur infarctus du myocarde. En fait, le profil des patients a changé au fil du temps, et c'est très probablement en raison des effets de la prévention primaire. Quand on prend bien en charge l'hypertension artérielle, quand on prend bien en charge la dyslipidémie, on a des chances, même si on fait un infarctus, de faire un infarctus probablement moins sévère. Et donc, je pense que là, on a probablement encore une marge d'amélioration. En revanche, pour ce qui est du traitement initial, je pense que la marge d'amélioration avec les techniques qu'on utilise à l'heure actuelle au stade aigu de l'infarctus, et quand je dis technique, je parle aussi bien de l'environnement médicamenteux que des techniques interventionnelles. Je pense que pour le court terme, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. En revanche, pour le long terme, il peut en aller différemment, avec à la fois maintenant des traitements hypolipémiants qui peuvent être plus puissants et des recommandations qui insistent sur l'idée de donner des traitements hypolipémiants plus puissants, avec le développement de la prophylaxie des troubles du rythme ventriculaire par l'utilisation notamment des défibrillateurs automatiques implantables dans une sous-catégorie de la population, mais sous-catégorie évidemment à risque particulièrement élevé. Donc là, je pense, en gros, en résumé, pour répondre à ta question, Jean-Claude, je pense que la marge de progrès sur la mortalité précoce est faible, mais qu'en revanche, il reste une marge de progrès réelle sur le plus long terme. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Nicolas. Je pense que les auditeurs connectés ont pu saisir, en vous écoutant, la densité, l'importance, la richesse de vos travaux, qui vont donc être promus par la Fondation. Alors, je voudrais à nouveau vous remercier Michel Comajda pour ce travail extraordinaire qu'il mène à la tête de cette fondation. Et je voudrais dire un mot en vous quittant à mon ami et maître Jean-Claude Daubert. Jean-Claude a demandé donc à quitter cette fonction de président du conseil scientifique. Alors évidemment, nous avons tenté de le convaincre de ne pas céder cette place, car nous avons tous pensé dans la communauté cardiologique que la place naturelle de Jean-Claude était à la tête de cette fondation via le conseil scientifique. Et c'est donc pour nous un déchirement d'imaginer que l'on puisse poursuivre cette aventure sans Jean-Claude. Je sais qu'il restera vigilant et que l'on pourra compter sur lui. Je n'en doute pas un instant. Je voudrais, en votre nom, le remercier. Mes chers collègues, mes chers amis, merci encore d'avoir participé à cette très importante session commune entre la Société française de cardiologie et SAFI, la Fondation Care Recherche. Bonne soirée et à très bientôt. Merci et merci à la Fondation. Merci de tout cœur.